OK. Alors, aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir Jean-Marie Nadeau, qui est un ami. Alors, on va mettre ça tout de suite sur la table là. On n'ira pas dans le vouvoiement. Jean-Marie, on se connaît depuis plusieurs Bonjour années. Marie-Claude. Alors, qui est Jean-Marie Nadeau? Ben, Jean-Marie Nadeau vient d'écrire son autobiographie qui s'appelle Mise à nu, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. C'est publié aux éditions de la francophonie en 2020. Jean-Marie, ça s'invente pas, est né le 15 août. C'est un fier patriote acadien. Est né à Lac Exactement. Baker, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. C'est également un essayiste, un chroniqueur, un syndicaliste. C'est l'idéateur, c'est le papa, si vous voulez, du Congrès mondial acadien. Très Jean-Marie fier a de fait ça. plusieurs choses dans sa vie. A été candidat, et comme on vient de terminer des élections provinciales au Nouveau-Brunswick, au moment où on enregistre cette capsule, a été candidat pour le Parti acadien et pour le Parti NPD. A travaillé à l'Union Et des le Parti pêcheurs des vert Maritimes. En aussi, hein? fait, Et le comment, Parti Jean-Marie? vert aussi. Il Oui, était oui, candidat du Parti effectivement. vert aussi. Parti vert a été a travaillé à la mise sur pied de l'Union des pêcheurs des Maritimes, a travaillé, on l'a retrouvé à Montréal comme directeur des ressources humaines pour une clinique communautaire à Pointe-Saint-Charles et a également travaillé à Interloge Centre-Sud. Toujours une préoccupation d'aider les gens dans tout ça. Ça, c'est le fil conducteur. Jean-Marie a été directeur général de la Société nationale de l'Acadie, directeur à l'Acadie Nouvelle, a également travaillé au comité d'aide et adaptation de l'industrie de la morue, à l'Association des pêcheurs professionnels acadiens, a eu 2 fois la présidence de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, a travaillé à la Fédération des travailleurs et travailleurs du Nouveau-Brunswick. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'on a quelqu'un ici qui a un parcours fascinant, un parcours qui est très varié, et ça va me faire plaisir d'en apprendre davantage. En terminant, Jean-Marie aussi, mis à part son autobiographie, a également écrit 3 autres livres, à ma connaissance, là, que le tintamarre commence, Québec-Acadie, fini le niaisage et l'Acadie possible. C'est bien ça, Jean-Marie? Et j'ai écrit un livre sur l'histoire de la pêche au hareng dans le sud du golfe Saint-Laurent. C'est vrai, avec le ministère des Pêches et Océans, c'est bien ça? Pêche et océan, c'est ça. Alors, Jean-Marie, je vais te poser quelques petites questions. J'ai lu ton Oui, autobio que j'ai beaucoup aimé. Et je vais citer des passages dans le livre, puis je vais te demander si tu veux te développer davantage. d'accord. Tu dis, quelque part, dès l'avant-propos, tu mets la table, tu dis, même si c'est devenu une mode, rédiger son autobiographie me paraît toujours un peu prétentieux. D'un autre côté, j'ai toujours cru au devoir de mémoire, de même qu'à la conservation et à la transmission du patrimoine collectif. Alors, qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers l'autobiographie? Ben, c'est presque autant la mémoire collective, c'est que beaucoup de jeunes patriotes acadiens m'entendaient parler mes rencontres avec François Mitterrand, la création des radios communautaires, plein de trucs comme ça. Et quand je leur racontais tout ça, ils disaient, ben, faudrait que tu écrives ça. Pour, parce que l'histoire d'une vie individuelle, c'est une partie de la vie d'un peuple aussi. Mm. Et comme j'étais beaucoup impliqué, ma vie a participé à celle de l'Acadie, tant comme spectateur que beaucoup plus souvent comme acteur. Alors, c'est ça qui est l'idée aussi, mais sauf que mon autobiographie se veut à la fois une référence historique, mais je me suis intéressé à moi-même aussi. Pourquoi je suis devenu qui je suis, etc. Donc, il y a beaucoup de dimensions personnelles là-dedans, que ce soit ma bisexualité, par exemple, qui pour moi est très importante, que ce soit bon, le fait que j'ai eu 3 beaux enfants, la mort de ma femme. Alors, tout ça fait partie d'un tout qui fait que ma vie est unique comme la vie de chacun est unique. Mais sauf que je trouvais ça important que raconter mon bout de vie pourrait peut-être mieux à faire comprendre la vie de notre peuple. Bien. Euh, Moi, ce que j'ai remarqué dans ton autobiographie, c'est, comme je disais, en fait, il y a plusieurs fils conducteurs. Il y a ce souci des autres, mais il y a aussi la liberté. Et d'ailleurs, tu écris,
j'ai porté fortement toute ma vie un insatiable appétit de liberté. Toutefois, à vouloir être trop libre, on peut finir par irriter les autres. Y a-t-il un prix à payer pour être libre penseur? Puis, s'il y a un prix à payer, quel est-il? Ben, pour moi, il a coûté cher, cette liberté, dans le sens que, ayant été perçu comme étant un radical acadien, parce que je criais haut et fort qu'il fallait se tenir debout et être acadien et fier, ça m'a entraîné beaucoup d'ostracisme. Juste un exemple, l'idée du Congrès mondial acadien. Il y a un ministre acadien qui a dit à André Boudreau, si vous me garantissez que Jean-Marie Nadeau ne sera pas ni comme bénévole, ni comme employé du Congrès mondial acadien, on va vous donner de l'argent, sinon, oubliez ça. Alors, ça fait partie des irritants de la vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un pauvre relatif. Mais je me dis, c'est pas grave, je finis par ressembler à la clientèle pour laquelle j'ai travaillé toute ma vie, c'est-à-dire les gens les plus vulnérables, etc. Donc, en ce sens-là, je ne troquerai pas ma vie pour des millions de dollars étant millionnaire à l'intérieur. Jean-Marie, on revient un peu à ton enfance. Une enfance idyllique à Lac-Baker, Ah ouais. une enfance sportive, une enfance active, mais avec quand même une certaine réflexion qui s'amorce très jeune. Et tu dis ici, les États-Unis étaient pour moi le pays de mes cousins et cousines anglophones, car presque tous avaient abandonné le français, même à 6 kilomètres de la frontière à Fort Kent. Quand on connaît le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, on traverse le pont puis on y est rendu, là. Pourtant, mon oncle Nelson et ma tante Cora étaient tous les deux francophones. Ils craignaient tellement que leurs enfants ne parlent pas l'anglais, langue nécessaire à la survie en terre d'Amérique, qu'ils en avaient fait des unilingues anglais. Et ça, je pense que cette réflexion-là, tu l'as eue très tôt chez toi, parce que tu étais confronté à ça. Quand les cousins et les cousines des États venaient, ben, ça se passait de façon assez difficile. Alors, d'après toi, et là, j'ai utilisé le passé consciemment, d'après toi, est-ce que la situation a changé? Et puis, je sais que tu vas me dire non, là, ça fait que j'ai déjà une sous-question. Alors, comment expliquer cette tendance-là, selon toi, Jean-Marie, qui menace notre peuple? Ou encore, est-ce que ça menace notre peuple? Est-ce que c'est envisageable d'avoir une Acadie anglophone uniquement? J'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, ce qui arrive, c'est que on s'enclaire pas. Le géant américain va rester là, il ne va pas déménager. Et pire, avec un Trump comme actuellement, espérons que ça va changer d'ici 2 mois. Mais c'est vrai que la force anglophone venant des États-Unis, elle est tellement incommensurable que même les Québécois sont menacés. Ce qui fait que moi, je dis, tant qu'on voudra vivre en français en Amérique du Nord, ça va toujours rester un combat. Pas se battre contre. L'idée, c'est de se battre pour le peuple acadien, pas pour faire semblant qu'on est les meilleurs que les autres. L'idée, c'est pas d'être meilleur que les autres, c'est d'être le meilleur peuple acadien nous-mêmes. Et donc, c'est une dure réalité. Là, on vient d'élire un gouvernement progressiste conservateur dont on sait le chef a déjà été candidat à la direction du COA, un parti anti-français. J'ai certaines inquiétudes, surtout que on n'a que Daniel Alain comme député et ministre, sûrement. Alors, on a encore du pain sur la planche et ça reste fragile. Mais Jean-Marie, est-ce que le français est absolument essentiel pour une société ou pour un peuple, comme l'Acadie? Est-ce qu'on est obligé de parler français? Le français est à l'Acadie ce que la sarriette est au fricot. Pas de sarriette, pas de fricot, pas de français. Ah, il y a des gens qui diraient qu'on n'a pas besoin de sarriette dans un fricot, là. Ah, ben là, non, pas de sarriette, pas de fricot, pas de français, pas d'Acadie. Non, ça m'apparaît important que la langue est le vecteur le plus important
dans la pérennité du peuple acadien. Je veux dire, on peut pas. C'est sûr que quand je vois mes cousins et cousines, la lame à l'œil, dire oh je regrette de ne pas pouvoir parler français, etc. Ça me fait pas pleurer, ça m'émeut pas, parce que je me dis au moins ceux qui restent, eux. N'ont plus l'excuse de ne pas vouloir continuer à parler en français, surtout avec tous les moyens de communication. Mais d'un autre côté, ces mêmes moyens de communication, c'est des rouleaux compresseurs qui peuvent très bien nous aplatir et nous enlever notre langue. Et déjà, avec mes petits-enfants vivant à Moncton, je trouve qu'ils ont l'anglophonie un peu trop facile. Mais ils savent très bien que d'où ce qu'ils viennent, et le premier n'est pas loin, donc je pense que ça va résister, mais j'ai mes inquiétudes, parce que l'américanité est tellement forte que il n'y a pas rien que l'Amérique du Nord qui est menacée par les États-Unis, c'est même l'Europe, etc. Mais non, on va s'en tirer, je suis convaincu, le peuple acadien est là pour rester. Puis on reviendra à ta réflexion sur l'Europe, parce que évidemment, tu as étudié en Europe, tu as été confronté à plusieurs cultures. On reviendra là-dessus par la suite, parce que ta perspective est intéressante. On va se projeter un tout petit peu plus loin. Jean-Marie, tu te destines à la prêtrise. Alors, tu t'en vas au collège de Bathurst, okay? Et tu dis dans ton livre, « Quand je réfléchis à cette période de ma vie et à ce que je retire de mon séjour à Bathurst, je constate que le collège était une pépinière de maîtres à penser et de personnes inspirantes. » Puis tu dis aussi, « Les eudistes ont été, selon moi, plus nationalistes que les Sainte-Croix, qui, eux, étaient plus bonentendistes. » Quelle a été l'influence des eudistes dans ton parcours de vie et quelle est l'importance de la religion catholique pour toi maintenant en Acadie? Ben, tu sais, moi je commence à être un peu âgé, j'ai 72 ans. On venait au monde dans le lit des parents, on venait pas au monde à l'hôpital. Et c'est sûr que très petit, je voulais être père blanc d'Afrique pour être missionnaire. Incorrect. Mais je voulais être un père blanc d'Afrique et j'étais très pieux et c'est une très belle période pour moi. J'ai vu des grands moments de transe ou de mysticisme, etc. Alors, pour ce qui est du collège de Bathurst, ce qui a été extraordinaire, c'est que la plupart des prêtres au collège de Bathurst étaient d'origine acadienne, contrairement au père Sainte-Croix qui était plutôt d'origine québécoise, ce qui explique peut-être pourquoi les eudistes étaient beaucoup plus nationalistes acadiens. Ouais. C'était des fils et filles, pas filles, parce que les filles n'avaient pas le droit d'être prêtres, mais ils étaient des fils de pêcheurs, etc. Et donc, l'instinct nationaliste était beaucoup plus développé. Et ensuite, c'est que Bathurst aussi était un centre artistique et musical grâce au père Maurice Leblanc de haut niveau. Aznavour, Bécaud, on voyait ça passer à Bathurst comme d'autres. Comme aujourd'hui, on ne voit pas ça. Ça coûtait une fortune faire venir ces gens-là, surtout s'ils sont morts. Mais c'était une période de pleine effervescence et c'est ça qui a été magnifique pour moi et pour l'Acadie. C'est aussi cette transition. Les filles sont venues au collège de Bathurst à partir de 66-67 et ça a tout changé. Premièrement, la compétition devenait plus forte parce qu'on sait que les filles sont meilleures que les garçons à l'école quand on leur donne la chance. Et non, ça a été une période de grande effervescence et d'explosion nationaliste, sociale aussi. Et oui. personnellement, j'étais président des étudiants la dernière année, en 69, et on avait décidé de devenir membre du Conseil régional d'aménagement du Nord. Parce que souvent, on reproche aux universités d'être sur des buttes et de ne pas descendre la butte souvent.
Et déjà, j'avais ce souci-là de rapprochement les étudiants avec la communauté, parce que sans communauté, les collèges et les universités, ça n'aurait pas pu exister. Alors, oui, période fructueuse, utile, qui m'ont donné des ailes pour continuer, pour me battre pour l'Acadie. Et surtout que on se replace dans le contexte, on est dans les années 68, et quand on dit 68, on pense à mai 68, on pense à révolution, on pense à prise en charge des jeunes, des universitaires, des collégiens qui disent faites-nous notre place. On pense à cette prise de parole-là, mais prise d'action aussi. C'est que c'est très clair que vous pouviez pas ne pas être au courant de ce qui se passait dans le monde et que ça venait pas chercher faire vibrer certaines fibres. Là. Ben, c'est sûr qu'il y a aussi, tu as eu l'assassinat de John Kennedy, la guerre du Vietnam, le Concile Vatican II a été... la baie des cochons. Oui, tout ça. Donc, finalement, on était aussi nourris par l'extérieur, mais plus que de demander la permission de prendre notre place, on l'a carrément prise, notre place. Et veut dire, ces années-là ont fait que le Parti acadien existait, la ICNB, etc. Donc, on a vraiment outillé l'Acadie de maisons d'édition, compagnies de théâtre comme TPA, ou etc. Donc, en d'autres mots, j'ai eu ce bonheur de participer à la création de plusieurs de ces outils d'affirmation nationale, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus outillé pour faire face à l'avenir qu'on l'était à l'époque. À l'époque, c'était... Et ensuite, l'Acadie était pauvre. J'ai travaillé pour l'Union des pêcheurs des maritimes pour en faire des riches. Et aujourd'hui, regarde les pêcheurs côtiers. Ils sont même presque trop riches, parfois un peu trop proches de leurs sous. Mais l'Acadie s'est enrichie, mais elle reste quand même encore relativement pauvre par rapport au reste du Nouveau-Brunswick. Il y a encore des efforts à faire pour que le Nord se développe. Effectivement. Jean-Marie, de 1969 à 1972, oui. On te retrouve en France, oui. Où tu vas faire un diplôme d'études politiques en droit international à Aix-en-Provence. Alors, c'est pas n'importe où. Et un certificat en droit de la personne à l'Institut René Cassin de Strasbourg. Évidemment, c'est là où tu rencontres ta Béatrice, qui deviendra ta femme. Mais ce que tu dis aussi, c'est avoir pu vivre avec les Européens eux-mêmes dans leur démarche vers leur union a été pour moi très instructif, entre autres sur le plan politique. Autant on voulait homogénéiser l'Europe, autant les idées nationales restaient fortes. Donc, il y avait une volonté de se regrouper tout en demeurant qui nous étions. Ce choc des cultures-là, ça a certainement contribué à façonner qui tu étais, parce qu'on entend souvent qu'il faut partir pour savoir qui on est et pour définir davantage qui on est. Alors, comment est-ce que ça a façonné ton identité? Y a-t-il eu un déclic à ce moment-là? Ben, il y a eu un déclic, c'est que comme Acadien, quand en Europe, on n'est pas connu ou on n'était pas connu. Et le simple fait de continuellement expliquer à des Allemands, expliquer à des Asiatiques, à des Africains, c'était quoi être Acadien, ça te renforçait une identité, c'est pas long. Et dans ce sens-là, à force de continuellement expliquer ce qu'était mon peuple, ben, nécessairement, ça a nourri l'amour de ce peuple-là. Et ensuite, voyant l'Europe aussi, elle aussi, qui cherchait une façon de se rassembler, les identités nationales restaient fortes parce que avant d'être tout le monde, il faut être quelqu'un. Et pour nous autres, avant d'être... moi, il n'y a rien que j'aille plus de dire « je suis universel », mais avant d'être universel, bonhomme, bonne femme, t'es quelqu'un, t'es acadien. Et donc, l'Europe, ça a été magnifique et surtout que j'ai rencontré, comme tu as dit, ma merveilleuse femme, qui est la mère de mes 3 enfants. Et j'ai la famille de ma femme aussi, qui était assez nombreuse, 8-9 personnes.
le fait que j'ai une famille là-bas et c'est important pour mes filles d'avoir cet attachement pour la France. Jean-Marie, tu as dit quelque chose dans le livre pour toi, ça allait de soi. Pour moi, ça allait pas de soi du tout. OK? Ah bon? Tu dis, en 1980, il y a eu le référendum sur la souveraineté du Québec. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que j'ai milité pour le oui. Ben, moi, ça m'a surprise. OK? Parce que j'essaie de voir quelle était ta logique là-dedans. Comment tu peux opposer, par exemple, cette pensée-là de militer pour la séparation du Québec à ceux qui disent, par exemple, que si le Québec se sépare comme francophone, on est fini? Ben, ce qui arrive, c'est qu'il faut. Personnellement, je crois qu'on doit aspirer comme individu, comme collectivité, à la plus grande autonomie possible. Alors, c'est sûr que j'étais au Québec et pendant que j'étais au Québec, j'étais nationaliste québécois puisque je suis nationaliste acadien. Alors, pour moi, tout ça va ensemble. Alors, c'est pour ça que quand j'ai dit ça, ce qui arrive, c'est que la différence du Québec, nous, on veut pas nécessairement sortir du Canada, on veut s'assumer comme peuple à part entière pour rentrer dans le Canada. Et c'est pourquoi moi, j'ai pas éliminé encore l'idée d'une promesse canadienne. Mais malheureusement, je verrai pas ça de mon vivant. Donc, quant à moi, il n'y a pas de contradiction dans le sens que, puisqu'on doit aspirer à la plus grande autonomie possible, pour le Québec, cette autonomie prend la forme d'un pays. Ici, ça prend la forme d'une province. Et je pense que ça, au contraire, fait montre de cohérence et de conséquence. Merci pour l'explication. Tu cites Albert Jacquard, Oui. Albert Jacquard, qui est généticien, qui dit « Les non-conformistes et les marginaux, et non les tenants du statu quo, font avancer le plus les sociétés et la race humaine. » Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Ben, comme je suis un marginal, je défends mon domaine dans le sens que il est clair que pour lui-même, selon la règle de l'évolution, le premier tétard ou le premier poisson qui est allé explorer sur la plage est devenu un lézard, est devenu autre chose. C'est que si tu es partisan du statu quo, tu t'accommodes de ce qui existe, alors que les marginaux, eux, questionnent continuellement. Et je pense que c'est le propre de la gente humaine de continuellement se questionner et questionner le milieu qui nous entoure. Donc, dans ce sens-là, c'est parce que tu as eu des marxistes, à un moment donné, des gens qui ont fait des réflexions sur des Nietzsche, des gens comme ça qui ont posé des réflexions sur la vie qui a fait que ça a évolué. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de travail chez les enfants. Il y en a malheureusement en Inde ou ailleurs. Et avant, même nous, les enfants, 7-8 ans, on travaillait dans des usines et tout ça. Alors, tout ça pour dire, c'est que toute personne, et c'est le propre de l'être humain, c'est on doit continuellement chercher à s'améliorer. Et en ce sens-là, je crois que c'est les marginaux. Comme actuellement, le Parti vert est en train de, quant à moi, de faire évoluer la société. Et Oui. ce qui était rouge avant, et vert aujourd'hui. Et ce qui sera bleu dans le futur sera probablement vert aussi, parce que je pense que le Parti vert est sur un air d'aller. Et c'est dans ce sens-là qu'encore une fois, je me situe du côté des marginaux, parce que je crois au questionnement et au doute. Sans le doute, on se complaît et la complaisance, C'est dangereux. c'est du recul pour nous. On ne veut pas se permettre d'être neutre, on ne veut pas se permettre d'être complaisant parce que la complaisance, c'est du recul pour nous. Le courant est trop fort, il nous tire vers en arrière. Alors, si on reste au statu quo, c'est très clair que le courant va nous apporter, va nous faire des reculs. Tout à fait d'accord. Exactement. Jean-Marie, tu dis dans ton livre, ça m'a fait beaucoup réfléchir, et oui, l'agisme existe en Acadie. Quand on est sorti d'un certain réseau, bizarrement,
les coups de téléphone et sollicitations se font de plus en plus rares, même si on se sent encore alerte et capable d'apporter sa contribution. On l'a vu de façon particulièrement cruelle pendant la pandémie. Aussi avec le mouvement OK Boomers, où est-ce que les plus jeunes générations disent aux Boomers faites de l'air, évacuer l'espace. Alors, comment on peut rapprocher les générations? Je ne sais pas, mais je sais que je m'ennuie beaucoup de ce temps-ci, dans le sens que je ne sais pas comment me rendre utile. Et je suis convaincu d'avoir encore quelque chose de bon à contribuer. Absolument. C'est ça. Et actuellement, c'est le Parti vert, mais l'idée du Parti acadien a germé un petit peu de ces derniers temps. Alors, probablement que si un Parti acadien revenait à la surface, je serais probablement dans ce parti-là aussi. Mais je trouve que on nous dompte un peu trop rapidement et on est plusieurs personnes âgées qui pourraient apporter, il me semble, une contribution à l'avancement de notre société. Ne serait-ce que pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Exactement, et c'est un peu pour ça que j'écris aussi mon autobiographie, c'est pour démontrer comment les choses ont pu être faites et qu'est-ce qu'on a évité. Et j'espère que ça fera œuvre utile en ce sens-là auprès de certains jeunes qui, justement, plusieurs ont déjà lu mon livre et ont trouvé ça instructif. Jean-Marie, j'aurais aimé passer plus de temps avec toi, mais Christian m'a dit que je ne pouvais pas aller trop longtemps. C'est la faute à Christian. Alors, j'aimerais terminer avec un message de Jean-Marie Nadeau aux jeunes générations, parce que j'espère que les jeunes seront nombreux à entendre cette entrevue-là et avoir le goût de lire ton autobiographie. Alors, quel message, toi, t'aimerais donner aux jeunes militants acadiens qui sont actuellement essoufflés, qui sont désabusés? Qu'est-ce qu'on dit à cette génération-là? Il n'y aura pas d'Acadie sans eux autres. Et comme j'ai dit, l'Acadie, vouloir vivre en français, ça restera un combat même dans 100 ans et dans 200 ans. C'est qu'on doit rester continuellement vigilant et alerte. L'Acadie ne sera faite que par des Acadiens et des Acadiennes qui le voudront bien. Sinon, on sera voué à la disparition lente, un peu comme nos frères et sœurs de la Louisiane, qui, de peine et de misère, réussissent à survivre. Alors, en autre mot, l'Acadie est belle et c'est à chacun de nous de continuer à l'embellir et à la faire grandir. Sans l'implication des jeunes, on est foutu. Et je pense pas que c'est ça que les jeunes ont décidé de faire. Et les jeunes sont beaux aujourd'hui. Ils n'ont jamais été aussi bien outillés pour mener les combats. Ils ont tellement de talent que moi, ça me donne confiance. Donc, lâchons pas la patate. Jean-Marie, c'est un message très inclusif. J'assume ou je suppose que quand tu donnes ce message-là, tu le donnes aussi aux autres générations, pas juste aux jeunes. Mais je pense qu'on a tous un travail à faire pour faire en sorte que notre Acadie se développe. Parce que, comme tu le dis très bien, l'Acadie est belle. Les jeunes sont beaux. Et ton autobiographie est merveilleuse. Alors, moi, je termine en disant, ne manquez pas ne manquez pas l'occasion de lire l'autobiographie de Jean-Marie. C'est trop court comme entretien parce que j'aurais aimé revenir sur ta réflexion sur les marxistes-léninistes qui se sont à un moment donné infiltrés dans le réseau associatif acadien. J'aurais aimé t'entendre davantage sur ton expérience en France, sur ton expérience personnelle de sexualité, mais bon, il faut à un moment donné choisir ses bouchées et je te remercie d'avoir été aussi généreux dans cette entrevue. Encore une fois, un rendez-vous à ne pas manquer. Allez lire Mise à nu de Jean-Marie Nadeau, publié aux éditions de la Francophonie. Merci Jean-Marie, je t'embrasse. Vive l'Acadie libre. Et vive l'Acadie. Salut. Vive l'Acadie, salut.